Miguel Bonnefoy, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Alors pour la toute première fois, c'est votre 4e publication. Votre actualité en janvier aux éditions Paulsen, c'est un récit, moi je dirais ça comme ça, un récit de voyage qui s'appelle Jungle. Et auparavant, vous avez publié 2 fois des nouvelles et un premier roman. Exactement. Ma première publication a été en Italie. Un livre qui s'appelle Quand on enferma le labyrinthe dans le Minotaure, qui est dans une petite maison qui s'appelle Edizione del Giano. Après, j'avais publié Naufrage dans la maison d'édition Quespire, recueil de nouvelles également autour du thème de la solitude. Après, il y a eu chez Buchet-Chastel la nouvelle Icare, publiée avec le prix du jeune écrivain, et puis Le Voyage d'Octavio, qui est le premier roman publié dans la maison d'édition Rivage. Je ne sais pas pourquoi il y a eu à chaque fois une maison d'édition différente pour chaque livre. Encore une fois, avec Jungle, c'est de nouveau une nouvelle maison d'édition, mais je veux croire que je vais rester pendant un temps chez Rivage pour continuer à creuser la même terre jusqu'à trouver du pétrole. Oui, c'était aussi votre côté voyageur. Exactement, bien vu. Des ricochets. Vous fréquentez plusieurs terres pour à un moment donné vous poser sur une. Exactement, histoire de trouver des trésors. Alors, ce récit, alors moi j'ai trouvé génial, vous racontez 15 jours avec 14 hommes dans la jungle. Où êtes-vous précisément parti? Nous sommes partis pour aller traverser la montagne de la Ollantaytambo, qu'on a longtemps appelée la montagne du diable, qui se trouve dans la municipalité de la Gran Sabana, dans le sud-est du Venezuela, dans l'État Bolívar, dans les Caraïbes. On est naturellement dans une végétation qui est tantôt de savane, quand on est au pied des montagnes, et tantôt dans les jungles, quand on arrive dans les grandes crevasses à l'intérieur de la montagne. Il s'agissait alors de traverser la montagne entière, de pointe à pointe, puis arriver aux sources de la chute d'eau la plus haute du monde, qui s'appelle El Querepacupa Vena, mais elle est également connue comme El Salto Ángel, et la descendre en rappel jusqu'à arriver au fleuve Churum, où nous devait nous attendre une pirogue, et arriver jusqu'à Isla Ratón. La descente en rappel, on en parlera, parce que c'est quelque chose quand même d'extraordinaire que vous avez vécu avec ces hommes-là. Ce voyage, vous l'avez fait pour quelle raison? Par rapport à justement pour en faire un livre, ou ça n'avait rien à voir? Comment ça s'est passé? Ça a été une commande. Moi j'étais à Chamonix, où j'ai rencontré Christophe Rella, qui fait un excellent travail dans la maison. Il m'avait proposé de partir là-bas parce que ça faisait presque 2 ans qu'il cherchait un auteur qui puisse être à la frontière des 2 cultures et des 2 langues, tantôt connaître très bien l'espagnol et avoir alors la culture vénézuélienne pour pouvoir comprendre les codes, et puis à côté de ça, écrire en français et avoir la culture française et être un petit peu dans le monde du livre. Pouvoir avoir le croisement des 2 était parfait pour eux, pour pouvoir d'un côté emmener quelqu'un qui puisse se communiquer avec les guides vénézuéliens, avec les indigènes, et d'un autre côté proposer aux maisons d'édition françaises un texte qui ne soit pas entièrement régionaliste ou cortumbrista, comme on peut dire. Et donc ça a été une commande. Donc vous avez accepté, pourquoi? J'ai accepté aussitôt, d'abord par goût pour la littérature et pour les livres, parce que c'est mon parlement, ma forge, c'est mon premier exercice. Et d'un autre côté, parce qu'il s'agissait également d'aller à la rencontre du Venezuela, mon pays, mais sous un angle complètement différent, qui est celui de la jungle, qui est celui des tepouilles, et qui est également celui du trekking et de l'aventure, que j'ai l'humilité de croire que je ne connais pas du tout. Alors justement, il y a un moment donné, on se dit, mais vous êtes quelqu'un de sportif? Pas du tout. Voilà, ouais. Je suis un rat de bibliothèque. Donc un rat de bibliothèque dans la jungle, c'est quand même... C'est curieux. Eh bien, je vous assure que moi, le seul exercice que je peux faire, le seul athlétisme, le seul sport, est celui de lever et de descendre des livres dans des étagères à la BNF. Donc vous pouvez imaginer que descendre la cascade la plus haute du monde en rappel, pour moi, c'était une première fois. J'en garde un souvenir à la fois ébloui et à la fois amer. Déjà, il faut l'atteindre. Eh bien, n'est-ce pas? C'est ce que vous racontez dans le livre, on sent qu'il y a quand même pas mal d'étapes avant de l'atteindre. Eh bien, ce sont des escalades, ce sont des roches, ce sont des longs kilomètres dans des hauts plateaux avec une végétation, sans végétation, dans des espaces presque lunaires, et puis des grands cratères qu'on met presque 2 jours à traverser parce qu'il faut rentrer dans des jungles dévorantes, arriver à des kilomètres entiers de marécages qui vous arrivent à la ceinture. Bueno, croyez-moi, c'est un exercice qui est éprouvant, et moi j'ai simplement pu le faire, non pas par gloire personnelle, par victoire personnelle, mais parce que ça a été lié au courage des guides vénézuéliens, des pémones indigènes et des guides français,
Pierre Petit et Marc Lubin. C'est clair que seul, vous n'auriez pas pu. Absolument. On sent bien que c'est quelque chose de collectif et ça, c'est tout le livre. Alors justement, quand vous êtes dans les marécages, à un moment donné, vous en avez vraiment ras-le-bol, vous nous expliquez par rapport à la littérature, qu'on sent bien que la nature finalement, et ça m'a bien touché, j'ai bien entendu ce message, que parfois, et même très souvent, enfin j'en sais rien, vous me direz, dans les proportions, mais qu'elle est égoïste cette nature. Parce qu'elle pousse dans tous les sens, chacun... Clairement. Alors, moi, naturellement, je ne suis ni un botaniste, ni un écologiste ou un anthropologue, mais c'est une simple observation que je me rends compte, et mon cas n'est pas du tout extraordinaire, et ce que je veux dire est un grand classique, c'est qu'avec ces histoires de canopée, eh bien, il arrive que si peu de lumière filtre entre la coupe des arbres, que très peu d'eau et très peu de soleil se retrouvent pour pouvoir faire pousser des choses qui sont sur le sol. Donc on retrouve énormément d'épiphytes, par exemple, qui sont tout simplement des fleurs ou des plantes qui poussent sur une autre plante, sur une autre fleur ou sur un autre arbre, puisque c'est vraiment l'une sur l'autre, celle qui arrive à survivre le mieux, celle qui arrive à avoir quelques gouttes d'eau et surtout un tout petit peu de rayon de lumière. Donc il s'agit là vraiment d'une sorte de combat végétal pour atteindre la survie. Et c'est peut-être quelque chose, avec une sorte de libre allégorie, une sorte de parabole, ce que nous avons vécu, sans naturellement le côté égoïste, puisqu'on était vraiment en train de s'épauler les uns les autres, on était une cordée d'hommes, non ? La solidarité entre nous, mais il y avait vraiment cette idée de survie pour essayer d'atteindre des points, des campements, des étapes. Et ça, c'est quelque chose du coup qu'on peut extraire dans l'universel, de dire que face à l'égoïsme, il faut justement faire corps et être ensemble. Très beau. Très beau. Mais c'est ce que je retiens de votre bouquin et de votre aventure. Eh bien Christophe, je vous vole ça et je le sortirai ailleurs parce que je trouve en effet que c'est très beau. Contre l'adversité et la confrontation de l'égoïsme et des individualismes qu'on peut retrouver dans la jungle, eh bien se dresse la solidarité entre les hommes. Eh bien c'est un travail qui est collectif et la gloire doit l'être également.